président de la République, j'ai décidé de dissoudre une certaine idée que je me fais de la France. vous n'avez pas honte? Moi, président de la République, je ne participerai pas... Ni pour, ni contre, bien au contraire. L'émission, parce que c'est un discours islamo-gauchiste. Parce que c'est notre projet. Ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont... Sur Internet, quelle indignité. La chienlit sur le service public. Quelle indignité sur les services publics. Moi, président de la République, je ne recevrai pas... Julien Baldacchino. Ma meilleure amie, plus noire qu'une arabe. Laura Kugel. Fais les valises, on rentre à Paris. Vous avez assez de cette bande de racailles. Je suis absolument ni pour ni contre. Bien au contraire. Moi, François Malocena. j'engagerai de grands débats. Ouais, de grands débats, ça on verra. On est quand même une belle bande d'abrutis qui a un avis sur tout et des connaissances sur rien. On est un peu le BFM TV du podcast, quoi. Enfin bref, bienvenue dans le premier épisode de Ni pour ni contre, bien au contraire, le podcast qui te parle de politique au sens noble du terme. On va décortiquer les institutions, les lois, le fonctionnement de l'Assemblée, et tenter de montrer que la politique, c'est un peu comme Jean-Vincent Placé. Ça peut être enivrant, mais ça te colle surtout au basque que tu le veuilles ou non. 40 minutes, pendant lesquelles on va tenter de vous prouver que tout ce que je viens de dire, c'est moins chiant qu'un débat de 3 heures à l'Assemblée pour savoir si oui ou non, tu as le droit d'avoir la chemise sortie du fut. On recevra de tout, des bolcheviks, des syndicalistes professionnels de la merguez, des capitalistes en trottinette électrique, des punks à chiens du monop du coin, des girouettes et des éléphants, de droite, de gauche, ni de droite, ni de gauche, bref, de tout et de rien. Mais avant de commencer ce premier épisode, je vais faire preuve d'honnêteté intellectuelle et commencer par une confession. Je ne suis pas neutre, d'ailleurs dans cette équipe personne ne l'est, après tout, la réalisatrice est une Belge qui est venue voler le travail des bons Français. Mais moi, je suis pire. Oui, je l'avoue aux Français, la main sur le cœur et le regard droit, il fut un temps, j'ai bossé pour un homme qui a fait plus de retweets avec une photo de kebab que de pourcents à la présidentielle. Benoît Hamon. Mais moi, je roule pour des idées, pas pour un candidat, sauf si ce candidat c'est moi. Du coup, vous inquiétez pas, si on a des trucs à vous vendre, ce sera sur le bon coin en fin d'émission, pas dans notre discours. Parce que peu importe que vous vous occupiez de la politique s'occupera toujours de vous. N'oubliez jamais, elle est faite par ceux qui l'ouvrent, et nous, on va l'ouvrir. Voilà, maintenant qu'on est aussi clean qu'un Jean-François Copé dans une élection interne, on y va. Synchronisez vos Rolex, c'est parti. Pour ce premier épisode, on s'est posé une question simple. Est-ce que la politique et l'art sont copains comme cochons ? Pour vanter les mérites de ce superbe calembour et tenter d'y voir plus clair sur le sujet, je me suis entouré de 2 experts. Le premier est journaliste à France Inter, papa de la radio et du podcast Radio Michel. À moins de 30 ans, il voue une passion sans faille à Michel Sardou, ce qui laisserait sous-entendre qu'il y a un immense fossé entre lui et l'art, mais détrompez-vous. Passionné d'art contemporain, il est l'auteur du podcast Bulle d'art et des chroniques Bavardage sur Inter. Bonjour Julien Baldacchino. Bonjour, c'est extrêmement complet comme biographie. Oui. Il y a quasiment trop d'éléments. Beaucoup plus complet que ce qu'on avait écrit, Alicia. Mais effectivement... Présente-toi, dis-nous tout. Écoute, tu as dit quand même l'essentiel. Voilà, je travaille donc pour cette belle radio qui est France Inter. Et à côté de ça, je fais plein de choses et notamment pas mal d'expos d'art contemporain, ce qui a donné lieu d'abord à un blog qui s'appelait Bavardage, puis à une émission de radio, une chronique donc sur Inter qui s'appelle également Bavardage, dans laquelle je fais parler des œuvres d'art. Et depuis peu, à un podcast qui parle d'art également. Parler des œuvres d'art. Oui, dis-nous tout. C'est-à-dire que j'imagine ce qu'elles diraient si elles avaient la faculté de parler, et je mets ça dans la bouche d'un comédien qui me donne la réplique sur un format d'interview. On est aussi avec Laura Kugel. Laura Kugel, tu es antiquaire, politiste un peu, on peut dire ça ? Si par politiste tu fais référence à mes brillantes études en sciences politiques, oui, mais sinon de profession, je travaille dans le marché de l'art, antiquaire, galeriste depuis 6 générations. Nous proposons des œuvres d'exception allant de l'Antiquité au XIXe siècle. Et nous sommes à Paris et faisons, je pense, partie un petit peu du rayonnement culturel de Très la bien, France, nous aussi. très bien. Qu'est-ce que je peux trouver dans ta galerie d'art ? Qu'est-ce que tu peux me vendre ? Alors, je peux te vendre tout ce qu'il te faut pour te meubler un appartement digne de Louis XIV. Donc, Très bien. On a mobilier, sculpture, peinture, objets d'art, cabinet de curiosité, ça passe vraiment par tous les genres et on est sans doute une des dernières galeries généralistes de Paris. Donc si je compte emménager à l'Élysée bientôt, c'est vers toi qu'il faut que je me tourne. L'Élysée est déjà bien fournie en œuvres d'art d'exception, notamment du XVIIIe siècle, mais ils peuvent toujours faire quelques additions, donc ce serait bienvenu. Un président qui achète beaucoup d'art à des prix très élevés, je pense que ça serait bien. Si je veux rénover le mobilier. Donc tes antiquités, elles datent de quand approximativement ? On est plutôt avant ou après Michel Drucker, grosso modo ? Alors vraiment avant. Ouais, nous, on s'arrête plutôt vraiment après vieux, quoi. l'Empire. Napoléon, c'est un peu notre. Michel Drucker notre règle. avait commencé à travailler à ce moment-là, je crois. Non, il rentrait dans la 3e partie de sa carrière à ce moment-là. Voilà, c'est ça.
Donc on va revenir sur tout ça, mais avant de vous laisser la parole, donnons-la à un homme qui dans son spectacle se qualifie lui-même d'œuvre d'art en toute humilité. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour. Alors, 2-3 questions. L'art, déjà, pour commencer, c'est de gauche ou de droite ? Alors moi j'ai une vanne dans mon spectacle sur un tableau de Fontana, qui donc est un tableau tout blanc avec un coup de cutter dedans. Et je dis dans le spectacle que dans la salle, les gens de gauche se demandent pourquoi l'artiste en est venu à traverser sa propre toile, et que les gens de droite se demandent mais combien ça vaut un truc pareil. Et je leur dis, il n'y a pas de jugement, parce que c'est ces deux questions-là qui font le marché de l'art. C'est-à-dire qu'il faut évidemment que le créateur soit dans l'invention, dans le questionnement, dans le côté, purement artistique et créatif. Et après, il faut aussi que ce gars-là puisse vivre et que donc il faut que ce soit vendu. Et il faut qu'il y ait des gens qui donnent de l'argent à ça parce qu'ils aiment ça artistiquement, parce que ça peut avoir une valeur. Tout ça ensemble en fait sans doute une réponse macroniste. L'art n'est ni vraiment de droite ni vraiment de gauche. Ok, mais est-ce que c'est un moyen acceptable pour tenter de faire avaler son message politique du coup ? Oui, ça je pense que oui. Je pense que l'art est nécessaire. De toute façon, on les a vus, tous les totalitarismes, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont tendance à vouloir étouffer l'art. Donc oui, ça peut faire passer un message. En tout cas, ça peut faire réfléchir. Moi, je dis aux gens dans la salle, très peu peuvent s'offrir des œuvres d'art de renom, et moi-même non plus. Mais par contre, se rendre compte de ce que c'est, aller vivre l'expérience artistique, trouver parfois que c'est pas bien, c'est un acte qui vous fait réfléchir. Et plus ça vous fait réfléchir, plus ça vous fait remettre en question aussi le monde dans lequel vous vivez. Donc bien sûr, c'est un acte fort. Évidemment qu'à partir du moment où vous êtes dans cette démarche-là, on a tendance à plutôt dire qu'on a une sensibilité de gauche plutôt qu'une efficacité de droite. Mais voilà, j'ai envie de penser que aussi les gens de droite aiment l'art et justement se retrouvant face à des œuvres, on aime ou on n'aime pas Ai Weiwei, mais peut-être qu'en voyant des œuvres d'Ai Weiwei, on se pose des questions sur son rapport à l'immigration, même si on est de droite. Et les tours de passe-passe des Balkany, alors, c'est de l'art ? Ça peut être considéré absolument comme du happening. Si à la fin de leur vie, on les empaille et on les met au centre Pompidou pour l'ensemble de leur œuvre, là je dis oui, là je dis c'est de l'art. Ça se défend. Enfin, jamais devant un tribunal, évidemment. Puisqu'on sait que eux sont exposés à Levallois, le peuple se demande, mais où est exposé Alex Vizorek ces derniers temps ? Oui, je suis en tournée avec le spectacle, justement, j'essaye d'emmener l'art dans les campagnes les plus éloignées, et je vais revenir à Paris la saison prochaine, mais donc Alex Vizorek est une œuvre d'art. Si vous voyez ce titre sur une affiche, venez voir le spectacle, que vous soyez de gauche ou de droite. Merci Alex, qu'on retrouve également du lundi au vendredi à 17h dans Par Jupiter sur France Inter, et le samedi dans Salut les Terriens sur C8. Julien, Laura, vous êtes d'accord avec ce qu'avance Alex concernant les messages politiques dans les œuvres ? Moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Alex, dont je vous recommande d'aller voir le spectacle, qui d'ailleurs est très drôle. C'est difficile en fait de ne pas voir de la politique ou du politique, on fait souvent le distinguo entre les deux termes, dans n'importe quelle œuvre d'art. Parce que l'art, ça parle du monde, ça parle de la société, et donc forcément, il y a toujours quelque chose dans une œuvre d'art qui va ramener à un élément de la vie quotidienne ou du monde qui va nous rattacher au réel. On a tendance à dire que justement l'art c'est pas du tout dans le réel. Alors en tout cas pour la frange de l'art que je connais le mieux, qui est l'art contemporain, il y a très peu d'artistes qui font des choses complètement détachées de la vraie vie et du réel, et donc on s'y retrouve toujours à un moment ou à un autre d'une façon ou d'une autre. Mais alors pour moi c'est un peu l'inverse. Pour l'art ancien, la plupart de l'iconographie n'a rien à voir avec le quotidien des gens lambda, et au contraire, là où ça s'ancre dans le réel, c'est parce que c'est une sorte d'illustration du pouvoir royal, du pouvoir divin, et évidemment l'artiste individuel un peu maudit qui prend son pinceau et pond un truc incroyable, c'est vraiment une idée qui arrive plutôt au 19e et 20e siècle. Et avant ça, les artistes que l'on connaît de nos jours, s'ils ont pu survivre au siècle, c'est uniquement par le mécénat et par les aristocrates et les princes et rois successifs qui ont voulu payer pour avoir leur image glorifiée par leur pinceau ou par leur marteau. Ce qui
Ce que tu dis, c'est qu'un mec lambda comme toi ou moi aujourd'hui, à l'époque, avant le XVIIIe siècle, grosso modo, peut-être même après, avant le XVIIIe siècle, il peut pas, ça n'existe pas de prendre son pinceau et de peindre un truc, c'est ça, en gros. Ça n'existe pas vraiment parce Tu t'improvises pas artiste. Tu t'improvises pas artiste, même si beaucoup d'entre eux avaient ça de nature, parce que d'acheter du papier et un crayon, c'était vraiment pas quelque chose qui se faisait. Il y a beaucoup de documentation, par exemple de la Renaissance, leur véracité est, on va dire, on peut débattre là-dessus, qui explique que Cosme de Médicis se promenait dans les rues de Florence quand soudain il voit un jeune enfant de 8 ans, très pauvre, qui dessine avec un caillou sur le pavé, et que voilà, son talent vraiment est évident. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou non. La vérité, c'est plutôt qu'un jeune prometteur était envoyé dans l'atelier d'un artiste déjà établi, et qu'il y avait vraiment une hiérarchie qui se faisait. Et donc, tout ça était ancré dans un système où, in fine, la commande la plus désirable pour l'artiste, c'était de la propagande. C'était de peindre son prince dans une allégorie de Apollon ou peu importe, et de renvoyer un message, du coup, forcément politique. Et il y a des œuvres qui ne soient pas des œuvres de commande Alors, il reste beaucoup, par exemple, de dessins. Donc, si on veut un exemple, encore une fois, très, très typique, on a tous l'idée de Léonard de Vinci, ses dessins, du prototype de l'avion, ou des inventions assez incroyables, ou de l'anatomie humaine. Alors ça, évidemment, ce sont des œuvres privées, d'études, qui ensuite, parce que sa réputation était déjà établie, ont été gardées pour la postérité. Mais sinon, non, c'est quand même assez rare. Par contre, il y a quelques exemples, je pense, d'œuvres qui étaient des œuvres de commande et qui ont été un petit peu détourné. Alors je m'aventure sur un terrain que je connais à moitié, donc si je dis des bêtises, on l'a dit dans l'intro, voilà. Mais je crois que les Ménines de Velázquez est justement un bon exemple de ça, c'est-à-dire que c'est une commande de la famille royale, donc de dessiner les enfants de la famille royale d'Espagne, et Velázquez va se représenter lui aussi sur ce tableau, en train de peindre, et c'est un moyen pour lui justement de montrer son statut, de s'afficher, et c'est une prise de position qui n'était pas demandée. En fait, ça fait partie de tous les mystères qui entourent ce tableau. Pourquoi Velázquez est sur ce tableau? Et en fait, c'est ça, il a utilisé ce côté commande pour lui réaffirmer sa place, parce qu'effectivement, à la cour d'Espagne, il était peintre officiel, mais comme aujourd'hui, on serait photographe officiel du président. Donc, c'est pas un statut d'artiste, c'est un statut de travailleur. Et sur ce tableau, il n'y a pas une histoire, pareil, je suis pas expert, mais il me semble avoir vu une vidéo d'un mec qui expliquait que en gros, le tableau sous-entendait une histoire d'inceste ou un truc comme ça. Ça te parle ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Voilà. Non, mais j'ai okay. pas. Enfin, pas d'inceste, d'infidélité, pardon. Il me semble avoir vu un truc comme ça. Il y a tellement d'interprétations sur ce tableau différentes. Parce qu'il y a tout un jeu de miroir dans le tableau, c'est bien si je confonds pas. Effectivement, il y a un miroir dans le fond. Alors, il y a beaucoup de jeux de miroir dans les tableaux de cette époque. Mais si je dis pas de bêtises, je crois qu'on ne voit le roi que dans le miroir. Et donc, oui, effectivement, il y a tout un jeu de miroir qui est pas clair en fait. On ne sait pas pourquoi. Et c'est un tableau qui a été soumis à plein de théories. Il y a un rideau rouge sur le bord du miroir qui en fait couvre quelque chose qui avait été peint avant, il me semble. Donc voilà, il y a plein de mystères autour de ce tableau, mais en tout cas, voilà, c'est un exemple d'une commande un petit peu détournée. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, dans les Ménines de Velázquez, c'est très prominent, mais dans beaucoup de tableaux, même du 15e, 16e, 17e siècle, si ça représente une parade, par exemple avec beaucoup de personnages, c'est assez commun de voir un personnage qui se tourne vers la personne qui regarde le tableau, et en le regardant, on va dire, face à face, droit dans les yeux, et souvent il s'avère que c'est un autoportrait du peintre. Et très souvent, c'est reconnaissable parce que du coup, ce personnage a des traits pas forcément idéalisés, ou d'un seul coup avec plus de personnalité qui transparaît. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu quand même plusieurs exemples de l'individualité de l'artiste qui a réussi à transparaître dans un tableau commandé pour des raisons plus politiques. Mais c'est vrai que dans les Ménines, c'est quand même porté à son paroxysme.
Quand l'artiste ou le peintre se met dans le tableau comme ça, en train de fixer l'observateur, il y a un message politique qui est une sorte d'acte de résistance, par exemple, ou au contraire, peut-être à l'inverse. C'est une volonté, ou c'est juste le délire de se mettre comme un Où est Charlie dans le tableau? Je pense que c'est le délire et c'est aussi peut-être de vouloir soi-même faire partie de la Ouais, de postérité l'histoire, ouais. et de l'histoire. Mais C'est une façon de dire je suis là, quoi. Exactement, voilà. Il n'y a pas forcément une portée Ouais, c'est pas... de rébellion. Et des commandes détournées, ça existe ou pas? Ouais, il y en a aussi aujourd'hui. Alors, j'ai un tout petit doute sur le fait que ce soit une commande ou pas, ou une proposition d'installer une statue dans l'espace public. C'est un artiste italien qui s'appelle Maurizio Cattelan, qui un jour a installé une statue représentant une main devant la bourse de Milan, si je dis pas de bêtises. Et voilà, il a installé cette main donc, qui représente la puissance, le pouvoir, et puis il est revenu dans la nuit, il a scié les doigts de sa main, sauf le majeur, et en fait le matin, la ville s'est réveillée en découvrant que cette statue était en fait un immense doigt d'honneur. Donc voilà, il a pris, alors Cattelan, c'est un artiste qui aime beaucoup jouer avec les spectateurs, avec le monde de l'art, avec ses galeristes. Il n'a pas arrêté pendant toute sa carrière sa carrière qui par contre s'est arrêtée aujourd'hui. Mais voilà, c'est un exemple de quelque chose qui part comme une intention très noble et qui finalement est un peu détournée. Et ça rappelle effectivement aussi ce qu'a fait Paul McCarthy quand on lui a proposé d'installer une œuvre sur la place Vendôme à Paris. Il a installé un arbre de Noël dans lequel tout le monde a reconnu un plug anal. Oui. Voilà. Ce qui posait la question de comment des gens qui s'insurgeaient contre l'existence de cette sculpture pouvaient savoir ce qu'était un plug anal. Oui. Ok, donc clairement, l'idée que l'art est politique, pour toi, c'est assez évident. Ouais, c'est pas de la politique politicienne, mais c'est de la prise de Oui, parole. c'est Oui, de la prise de position. Et toi, c'est pareil, c'est un truc qui te convient, ou c'est de dire que l'art est politique, ou c'est un truc qui te dérange? Non, évidemment, tout art est politique. Après, je pense qu'il faut dissocier entre l'art qui est politique par volonté de l'artiste et l'art qui est politique par volonté de la commande. Et c'est là que naît toute la controverse ou le débat. Parfois, ça peut être les deux en un. Donc l'artiste peut effectivement détourner la commande d'origine et peut-être que même son mécène va s'offusquer du résultat. Mais c'est toujours très intéressant de voir que l'art est un médium pour un individu qui veut vraiment exposer un message à un public au sens large, mais c'est encore plus intéressant et parfois pervers quand en réalité ce sont les politiques au rouage derrière behind the scenes, quoi. Oui, et ça date pas d'hier, ce genre de choses. Et ça ne date pas d'hier. Un des exemples que j'avais en tête, du coup, qui date de l'Empire romain, donc on remonte à plus de 2000 ans. Le premier empereur qui a vraiment fait de l'Empire romain l'idée qu'on a, nous, en tête de cet empire global, c'est Auguste, qui a eu la particularité d'avoir un règne d'un demi-siècle et de mourir non pas assassiné, mais tranquillement dans son lit en tant que vieillard. Et Auguste a été le premier à vraiment répertorier une iconographie de lui en tant que guerrier, dans un premier temps, au moment de la Pax Romana, donc on le voit avec une armure, et une sculpture comme ça a été en fait validée par lui, et ensuite reproduite et envoyée aux quatre coins de son empire. Par la suite, lors d'un moment de paix, il se représente plutôt en saint, donc c'est vraiment les valeurs religieuses qui sont mises en exergue, et dans un troisième temps, vers la fin de sa vie, il se représente torse nu, ce qui est plutôt l'iconographie des dieux. Et donc vraiment il commence et il se déifie, et une fois qu'il meurt, sa dynastie, donc la dynastie d'Auguste, avec les empereurs successifs, quand ils sont représentés, ils se ressemblent tous, et ils ressemblent tous à Auguste, alors qu'en réalité, c'était pas du tout une dynastie héréditaire, c'était souvent le neveu ou le cousin ou un fils adoptif, mais ils voulaient garder ce côté de ressemblance pour pouvoir transmettre cette espèce de pouvoir divin. Donc ça, c'est vraiment un premier exemple d'une sorte de propagande de masse et d'art public, parce que c'était pour être sur des grandes places de villes un peu partout. Donc déjà, se voir comme Jupiter, c'est pas récent apparemment. Exactement. C'est bien de se le rappeler.
Très bien. Mais d'ailleurs, en parlant de Jupiter, si on fait un long saut dans le temps et qu'on arrive à notre président, Oui. y a qu'à voir à quel point son portrait officiel a été décortiqué. Presque comme il est pas torse nu, un tableau symboliste où on essaie dans chaque petit élément de livre qui est sur la table, de pendule au mur, tout est décortiqué. Les deux iPhones. Les deux iPhones, et là pour le coup tout est politique, c'est-à-dire que tout mène à construire l'image que Macron veut donner de lui-même avec ce portrait. Et comme en fait l'art, les beaux-arts sont un monde de l'image, et que la politique est aussi un monde de l'image, ils se rencontrent très facilement ça se là-dessus. comprend très vite, ouais. Et aussi notamment dans les... Enfin, je pensais à la photo officielle de Mitterrand, qui lui avait choisi de se représenter entouré de livres pour donner une image de sage. Pareil chez Macron, en fait, dans le placement des œuvres qu'il a fait à l'Élysée, il y a... Alors, j'ai plus en tête exactement ce qu'on trouve autour de lui, mais il y a notamment effectivement les deux iPhones qui... Je pensais même plus largement que juste la photo officielle, en fait, l'œuvre de Shepard Fairey. Ah oui, d'accord. Dans son bureau, ouais. Alors, c'est très amusant parce que... chez les présidents français de la Ve République, on voit des allers-retours d'éléments du mobilier national qui partent de l'Élysée, qui reviennent selon les goûts de chacun. Cette œuvre de Shepard Fairey, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'elle ne fait pas partie du mobilier national. Oui, ce serait pas étonnant. Ce qui est assez rare, parce que généralement les présidents ont l'habitude de commander des œuvres qui rentrent dans le mobilier national, et ensuite elles appartiennent à l'Élysée. Je pense pas dire de bêtises. On vérifiera au pire. Ouais. Je sais pas, mais elle fait peut-être partie des collections du musée d'art moderne, par exemple. Alors, elle est cette œuvre en fait, et c'est ça qui est amusant, c'est que la première fois qu'on l'a vue, on l'a vue 2 fois. Une fois en très grand format sur les tours du 13e arrondissement de Paris, pas loin de la place d'Italie, et on l'a revue en petit format, et cette fois dans le QG de campagne de Macron. Okay. Donc, avant d'appartenir à l'État, elle a appartenu à la République En Marche. Donc c'est quelque chose qui suit Macron, et il y a vraiment un positionnement de sa part avec cette œuvre, de s'inscrire à la fois dans une modernité, parce que Shepard Fairey c'est un des mecs les plus installés dans le street art. C'est Obey, c'est Obey, c'est Hope, et voilà, l'affiche d'Obama. C'est dans la lignée directe d'Obama, qui a fait effectivement cette affiche Hope, et puis Yes We Can, c'est Shepard Fairey, c'est le même artiste. Donc là, il y a effectivement un positionnement très fort, qui veut dire coucou, je suis un peu le Obama français, et en même temps je suis super moderne parce que je fais appel à des street artistes. Et le timbre de Marianne qu'il a dévoilé la semaine dernière, c'est aussi une street artiste. Alors c'est très cool. Ouais, c'est une street artiste qui s'appelle, je sais jamais comment il faut le prononcer, c'est YZ, et je crois que ça se dit Eyes. Ok. Et donc d'ailleurs c'est un peu comme pour le portrait de Shepard Fairey, il existe aussi en version grand format sur une tour à Périgueux. Alors c'est très cool parce que du coup ça fait rentrer un peu le street art dans la vision, l'imaginaire populaire, parce que du coup c'est lié à des choses que tout le monde voit. Le street art en fait. Voilà. Et en même temps c'est clairement de la récupération du street art qui n'est plus quelque chose d'underground depuis très longtemps, et qui là l'est encore moins. Mais à la fois, Marianne sur un timbre, ça peut être underground aujourd'hui, dans le sens où plus personne n'utilise de timbre. Donc, c'est vrai. Mais c'est assez intéressant de noter aussi que Macron, qui essaie de se mettre un petit peu dans la lignée d'Obama pour ça, Obama, les portraits officiels aux États-Unis, c'est un tableau. Et lui a choisi le premier artiste afro-américain à représenter un président américain, qui est un artiste plutôt d'un courant hyper réaliste, très figuratif. Du coup, Julien, tu dois voir de quoi je parle. Alors, je vois le portrait, mais je n'ai plus aucune idée du nom de l'artiste. Kane Wiley. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'aussi Obama est représenté, je crois, assis donc sur une chaise, mais dans un décor de feuillage quasi abstrait. Ah, c'est marrant, je vois pas du tout cette image. Bah, écoute, je t'invite à le regarder sur ton moteur de recherche préféré. Mais surtout, là, le message politique est très clair et tout à fait dans la lignée de beaucoup de messages qu'Obama voulait véhiculer. Donc, dans le choix de l'artiste. Dans le choix de l'artiste, et non pas dans la représentation qui est faite de lui, parce qu'en fait, elle est assez sobre sur son personnage, même si
le portrait en général, c'est le fond qui rend ça assez, Ouais, c'est particulier. assez c'est particulier. rigolo. Mais et dans le même genre, moi, je crois que c'était une volonté du photographe, mais la photographie officielle de Hollande je la trouvais extrêmement troublante. Le format carré. Le format, puis même la position du président, il y avait un truc. Alors la photo officielle de Hollande, c'est Depardon. Donc déjà, c'est pas innocent de faire appel à Depardon, qui est à la fois quelqu'un d'hyper connu et quelqu'un qui s'est fait reconnaître par son côté. Il a énormément photographié la France et les Français. Il a filmé les Français, donc il a un côté très documentariste. Et je pense que quand Hollande se pose en président normal au début de sa présidence, le fait de faire appel à Depardon, ça joue. Il se met hors de l'Élysée, comme avait fait Chirac. Qui lui aussi était corrézien et très proche des Français. Effectivement, le cadre, le côté carré de la photo est assez troublant. On est en pleine explosion des réseaux sociaux, d'Instagram à ce moment-là. Oui, ça fait un format Insta, quoi. Voilà, ça fait un format Insta. Et puis il y a le mouvement de Hollande qui fait qu'il a un bras beaucoup plus court que l'autre. Et en fait, c'est juste parce qu'il est en marche sur la photo. Déjà, avant l'heure. Déjà. Et ça a été assez troublant. Je sais plus si le fait qu'il soit en mouvement avait été expliqué clairement, mais je pense que c'est ça en fait. Au-delà des portraits officiels, c'est aussi intéressant de noter que chaque président sous la Ve République a plus ou moins son espèce de joujou culturel, donc un centre culturel, le centre Pompidou par exemple, ou François Mitterrand qui a sa bibliothèque, ou Jacques Chirac avec le Quai Branly. Ça montre vraiment que tout ce qui se rallie à l'art et la culture, même au sens plus simple de diplomatie française, c'est particulièrement important en France par rapport à beaucoup d'autres pays, et ça fait vraiment partie de notre soft power, de notre identité. Le fait de faire un musée pour chaque président à la fin de son mandat, tu veux dire en fait ? Ça, et aussi vraiment l'accent qui est mis sur les politiques culturelles. Donc par exemple, il y a quelques mois, je crois, Macron a rencontré à l'Élysée, avec la ministre de la Culture, 25 directeurs de différents musées français, parce que la France, un peu comme l'Italie et seulement quelques autres pays, a la particularité d'avoir un gouvernement qui nomme les directeurs de musées. Par exemple, aux États-Unis, c'est beaucoup plus comme des entreprises, c'est un board qui fait passer des entretiens, qui sélectionne et qui, par un vote majoritaire, décide d'embaucher tel ou tel type ou femme. Et là, donc ça a été assez relayé dans la presse de l'art qu'on lit à la galerie. Par exemple, un des journalistes disait c'est intéressant de noter que parmi les 20 ou 25 directeurs de musées, il n'y en avait que 2 ou 3 de musées de province. Alors la France, c'est pas que Paris, notamment au niveau culturel. Et également, ils étaient assez surpris que ce rendez-vous soit pris à l'initiative du président et non pas de la ministre de la Culture. Et ils ont discuté de différentes problématiques que les directeurs de musées mettaient en avant. Par exemple, je crois, la gratuité des droits sur les photos. Donc aujourd'hui, si vous voulez publier une photo qui est au Louvre, d'un objet qui est au Louvre dans votre livre, il faut les contacter, payer. Nous, on vient de le faire pour un catalogue où les objets n'avaient pas été photographiés depuis 50 ans. Donc c'était des vieilles photos en noir et blanc. Et leur photographe n'était pas disponible pendant très longtemps, donc on a envoyé notre propre photographe, par exemple. Donc c'est parfois des process complètement ridicules. Et beaucoup de musées ont déjà rendu ça gratuit, aux États-Unis, en Hollande, par exemple. Donc voilà, ça fait partie vraiment de l'attention particulière qui est portée par les présidents français et par le gouvernement en général aux politiques culturelles, notamment à l'art, on va dire, validé par l'élite, parce qu'on parle des grands musées, hein. Louvre Abu Dhabi et compagnie, c'est aussi un sujet très important, on va dire, de diplomatie française et d'accords binationaux. Oui, et puis balader aussi toutes les œuvres d'art du Louvre régulièrement dans les musées, à droite à gauche, dans les différents pays aussi, non ? Oui, exactement. Alors, il y avait eu cette espèce de débat il n'y a pas très longtemps. L'année dernière, le tableau le plus cher du monde s'est vendu, en vente aux enchères, vous avez sans doute suivi, un Léonard de Vinci qui avait été mis par Christie's dans une vente d'art contemporain avec un Andy Warhol d'une sérigraphie de, je ne sais plus, 24 derniers Last Supper, je ne sais plus comment on dit, et qui s'est vendu à quasiment un demi-milliard de dollars. Il s'est avéré que ça avait été acheté pour le Louvre Abu Dhabi
Et par la suite, alors que la Mona Lisa n'est pas prêtée, en fait, elle est toujours au Louvre de manière permanente, il y a eu cette nouvelle que potentiellement le ministère de la Culture et le Louvre seraient prêts à envoyer la Mona Lisa en espèce de tournée internationale à travers plusieurs musées. Alors maintenant, ils se sont un peu rétractés. Apparemment, c'était qu'une rumeur parce que même la condition du tableau ne le permettrait pas. Mais pour la France, par exemple, la Mona Lisa, c'est un outil et une arme en réalité de diplomatie culturelle énorme. C'est-à-dire que n'importe quelle exposition au monde qui a la Mona Lisa est assurée d'avoir une queue de milliers de personnes chaque jour. Il s'est passé un truc très drôle il y a vraiment pas longtemps sur les réseaux sociaux. Le Louvre a posté une photo de la Joconde avec le maillot de l'équipe de France, juste après la victoire de l'équipe de France. Et en fait, ça a provoqué je regarde notre réalisatrice belge qui râle. Qui a le seum. Ça a provoqué un torrent de commentaires de la part des Italiens, qui eux ont un méga seum puisqu'ils étaient même pas qualifiés, et qui ont dit mais pourquoi elle a le maillot français, elle est italienne. Et en fait le Louvre a répondu non, la France a acheté ce tableau à Léonard de Vinci, François Ier l'a acheté à Léonard de Vinci, donc ce tableau est français. Quand bien même le modèle est italien. Voilà, quand bien même l'artiste et le modèle sont italiens. Voilà, c'est très... C'est vraiment un instrument de diplomatie et d'image nationale que ce tableau de la Joconde. Une des marottes un des joujoux effectivement de Macron là sur ce quinquennat et de Françoise Nyssen. Il y en a deux. Le premier c'est le patrimoine. Oui, la ministre de la Culture. Le premier ça va être le patrimoine avec donc cette grande opération de loto du patrimoine, de réfection d'un certain nombre de monuments. Et le deuxième, ça va être cette idée de faire voyager une partie, donc ils appellent ça le catalogue des désirs. C'est assez bizarre d'ailleurs, qui va permettre de faire voyager une partie des collections des musées nationaux dans des plus petits musées, jusque dans des écomusées. Donc voilà, c'est une certaine façon, c'est un certain type de politique culturelle qui se veut justement destiné à désenclaver Paris, avec toutes les conséquences que ça implique, c'est-à-dire qu'un écomusée qui va vouloir recevoir un tableau ou un objet d'un musée national va devoir très certainement rénover une partie de ses salles pour pouvoir l'accueillir et se mettre aux normes. Et débourser pour faire venir l'œuvre, non, j'imagine. Et ça va coûter des sous, effectivement. Je crois d'ailleurs que pendant cette réunion avec les directeurs des musées français, un des thèmes qui avait été soulevé, c'est que l'État soutienne les musées quand il y a un prêt. En fait, il y a un frais d'assurance. Et selon l'importance de l'œuvre, voilà, l'assurance ne fait qu'augmenter, et donc que ce soit du coup l'État qui soit le backer de cette assurance. Mais c'est vrai que c'est assez important parce que, par exemple, le Louvre, je crois, je dis des bêtises, mais mettons qu'il y a 5 fois plus d'œuvres d'art dans les réserves du Louvre qu'il y en a d'exposées au Louvre. Ouais. Et déjà, il y en a beaucoup. C'est toute l'idée derrière le Louvre-Lens. Lens a été choisi parce qu'il n'y avait pas de musée dans cette ville. Il n'y avait pas de musée d'art. Et le fonctionnement du Louvre-Lens, c'est en fait le Louvre prête des œuvres de ses réserves, et pas que, mais surtout de ses réserves, en rotation. Tous les ans, je crois qu'une partie de ce qu'ils exposent change. Donc le Louvre-Lens n'est pas un musée à proprement parler parce que il ne collectionne pas, il n'a pas de fonds d'acquisition, c'est vraiment comme une antenne, hein, c'est un satellite du Louvre, mais c'était dans toute cette idée de décentraliser en fait l'art. De faire sortir la culture de Paris. Exactement. Un peu, quoi. Et le Louvre Abu Dhabi c'est différent parce que c'est un deal, donc il y a de l'argent derrière, alors que le Louvre-Lens c'est vraiment de la politique culturelle française à proprement parler. Il y a un truc assez troublant. Alors vraiment, je viens d'y penser, donc je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais je pensais au Centre Pompidou, donc le Centre Pompidou, qui est un lieu qui accueille le Musée national d'art moderne. Normalement, il faut bien faire la distinction entre les deux. Donc le Musée national d'art moderne, qui prête beaucoup d'œuvres, et notamment à l'étranger pour des grosses expositions, qui en prête, je pense, assez peu à d'autres musées et à d'autres établissements en France, mais qui en revanche reçoit beaucoup. Et quand vous vous baladez aujourd'hui dans les allées du Centre Pompidou, vous avez une œuvre de chaque FRAC, de chaque Fonds régional d'art contemporain, posée dans les collections du Centre Pompidou. Ce qui fait qu'en fait, on amène les œuvres des FRAC, qui sont des collections
extrêmement précieuses et extrêmement importantes. Et si on part dans la politique culturelle plus au niveau local, justement, je pense que le FRAC est quelque chose à conserver. La seule œuvre de Jeff Koons qu'on a en France, aujourd'hui c'est trop cher, elle est détenue par un FRAC, c'est le FRAC Aquitaine, qui a été le seul, il y a 30 ans, à penser à acheter un truc de Jeff Koons. Aujourd'hui, plus personne ne peut acheter en France un Jeff Koons. Ouais. Donc il y a des œuvres des FRAC qui sont au Centre Pompidou. Je ne pense pas qu'il y ait une seule œuvre du Centre Pompidou dans un FRAC. Mais qui en même temps ne sont pas des lieux d'exposition, c'est vraiment des fonds. C'est-à-dire c'est des endroits pour entreposer les œuvres Alors, tous les FRAC ont un espace d'exposition, aujourd'hui de plus en plus développé, de plus en plus beau, mais souvent, les FRAC ont commencé dans des entrepôts, à Bordeaux, c'était toujours dans un hangar. Là, ils vont déménager, mais ils organisent beaucoup d'expositions hors les lieux. Si vous vous souvenez, quand on était au collège ou au lycée, il y avait des fois des petites expositions contemporaines, c'est souvent des FRAC qui sont là pour ça et qui, dans la démocratisation de l'art et de l'art contemporain, ont un rôle énorme. C'est vraiment un joyau de politique culturelle contemporaine. Et du coup, pour revenir sur la Mona Lisa, est-ce que quand Beyoncé et Jay-Z vont faire leur clip au Louvre devant la Mona Lisa, pas que, mais notamment, est-ce que ça participe selon vous des politiques culturelles françaises, d'un message politique? Enfin, évidemment, Beyoncé a un message politique quand elle fait un clip comme ça, mais est-ce que... Alors moi, j'ai eu une petite histoire assez rigolote, c'est que donc, nous, on vend de l'art ancien, qui est relativement peu à la mode ces jours-ci en comparaison avec l'art contemporain, d'accord? Donc même dans les très grands prix, alors le dernier Léonard de Vinci qui s'est vendu à 1 demi-milliard a évidemment créé un record incroyable et peut-être un rebond pour l'art ancien, mais peut-être que c'est uniquement anecdotique car il s'agit de Léonard de Vinci, c'est le nom superstar, mais peu importe. Bref, quand le clip de Jay-Z et Beyoncé est sorti, sur mon Instagram, on va dire professionnel, c'était rempli de gens avec qui je travaille qui disaient « Enfin, c'est notre moment, c'est arrivé, c'est bon, la mode se retourne, si Jay-Z est là, tout le monde va nous acheter tout. » Et alors pour moi, c'est vraiment... Ils n'ont même pas dû regarder le clip, ni écouter la chanson en particulier, ni se renseigner du tout, parce que ce que j'y vois personnellement, c'est Beyoncé et Jay-Z dans le temple de ce qui est acceptable pour le WASP, si je devais faire un parallèle avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une critique du noir non représenté. D'ailleurs, il y a 1 ou 2 fois un tableau qui représente une personne de couleur noire et l'accent est vraiment mis justement sur ces histoires de représentation, d'identité, de légitimité. Voilà, eux maintenant ont atteint le niveau où ils peuvent se permettre de faire ça, mais pourquoi personne ne leur ressemble dans tous ces tableaux? Enfin, c'est vraiment un questionnement très politique du coup, et non pas... le côté, tiens, si on allait au Louvre, c'est vraiment sympa. Et puis d'ailleurs, mon salon, j'aimerais bien si ça ressemblait à ça. Et moi, j'y vois plutôt ça, vraiment un côté un peu similaire à quand Obama prend un artiste afro-américain pour peindre son portrait, c'est pour mettre l'accent sur des minorités ethniques, si je peux même dire ça, qui ne sont pas assez représentées dans l'art historique, par le simple fait que... c'est une manière de faire passer le message que l'art a oublié de se mettre à la page du fait qu'aujourd'hui on prend plus en compte les minorités et que le monde a évolué d'une certaine manière. Ou au-delà de ça, qu'on arrive peut-être à un moment où le hip-hop est l'égal et le rival de ces tableaux de maître, et que c'est un art à part entière et que ça suffit de les regarder de haut. Enfin, il y a plusieurs messages en tout cas comme ça, et non pas... le renouveau et le retour de l'art ancien au top de la mode. Je vois effectivement le clip, au-delà de son message engagé, comme une démonstration de force, c'est-à-dire on est Jay-Z et Beyoncé, on fait notre clip au Louvre. Voilà, il y a un côté tape à l'œil dans ce clip-là. Dans le fait de faire ce clip-là, parce que sinon la réalisation du clip n'est pas du tout tape à l'œil. Le clip de will.i.am, qui avait aussi été tourné au Louvre il y a 2-3 ans, était lui beaucoup plus tape à l'œil, mais en même temps beaucoup plus lié au côté justement, on va faire un tour au Louvre, et lui se retrouver, si je dis pas de bêtises, dans les tableaux. Oui, je vois. Donc il y avait... c'était beaucoup plus un trip d'un mec qui s'était dit tiens, je vais aller au Louvre, je vais voir ce qui me plaît bien et je vais me mettre dans les tableaux. Il fait presque comme toi dans ton podcast en fait, d'une certaine manière. C'est un peu ça, ouais. Sauf qu'il ne fait pas parler, mais... Il bouge dedans, c'est pas mal non plus.
Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'ils choisissent le Louvre et non pas le Metropolitan Museum de New York qui, on peut se le dire, a des œuvres d'importance équivalente, des grandes galeries et sans doute autant d'œuvres exposées. Je veux dire, pourquoi le Louvre Je pense que c'est parce qu'il y a vraiment plus un accent sur l'histoire, déjà, évidemment. Le Louvre est un palais historique. L'histoire des États-Unis, à proprement parler, commence bien après, on va dire, l'histoire de la France. Et pour remettre en cause ces questions de monarchie, de légitimité, parce que sinon, ils auraient très bien pu choisir un grand musée américain pour faire cela. C'est vrai. Oui, et puis c'est marrant parce que quand tu dis ça, pour moi, dans ces clips-là, il y a l'idée aussi que en fait, les Noirs n'existent pas dans cet art très classique, et ça fait presque un écho à la phrase qu'on apprécie ou pas de Sarkozy qui disait que les Noirs sont pas assez rentrés dans l'histoire. Il y a presque en fait d'une certaine manière presque le même message en dessous. C'est très étrange, je trouve, non ? De tenir un peu le même discours qui a été très polémique à l'époque quand il était tenu par Sarkozy, quoi. Oui, mais la responsabilité n'est pas portée par la même personne dans un cas et dans l'autre. Le contexte change. Ouais. Quoi. Ouais. Mais c'est aussi intéressant de noter, si je ne me trompe pas, que Kanye West et Kim Kardashian se sont mariés à Versailles. Ah, On fait leur fête de mariage au palais de Versailles. je savais pas. C'est une information qui vaut le coup d'être connue pourtant. Je savais pas qu'on pouvait louer Versailles pour se marier. Mais d'ailleurs, une des polémiques qui a suivi ce clip de Beyoncé et Jay-Z, c'était combien ça a coûté. Voilà, combien le Louvre a gagné après ça. Et c'est amusant de se dire qu'en France, c'est la question qu'on se pose, alors que dans les autres pays, c'était pas du tout ça. C'était quel est le message, c'est incroyable, c'est génial. Et donc voilà, il y a quand même ce côté de le patrimoine culturel français, ça a une valeur. Et comment est-ce qu'on peut rendre ça le plus rentable possible, hein. Ouais. Car la France est un bon vieux pays de droite et comme disait Alex Vizorek, la personne de droite se demande combien. Effectivement. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas abordé quand même dans toutes les questions de politique culturelle et qui pour moi est le parfait contre-exemple, c'est Pompidou, qui a fait quelque chose qui était complètement en rupture avec son bord politique, avec son côté extrêmement traditionnel. C'est-à-dire que le centre Pompidou et l'amour de Pompidou pour l'art contemporain a dépassé ses convictions politiques. C'est-à-dire qu'il disait « il nous le faut ». Il était absolument convaincu que la France, et c'est vrai, avait du retard sur les États-Unis à ce moment-là, sur l'art contemporain, puisque tous les artistes français qui émergeait à ce moment-là et que Pompidou adorait puisqu'il collectionnait et il avait chez lui des œuvres de peintres qui à l'époque étaient jeunes comme Martial Rice, comme Jean-Pierre Reynaud, qu'aujourd'hui on retrouve au centre Pompidou. Et ces gens-là étaient partis à Paris, partis à New York. Et à Paris, il n'y avait plus que le musée d'art moderne qui aujourd'hui est donc qui fait face au palais de Tokyo, qui était un petit peu vieillissant. Et Pompidou disait il nous faut un lieu pour l'art contemporain. Mais il a dû faire face à son propre camp politique à ce moment-là. C'est intéressant de voir à quel point il est allé au bout de son idée. Il se faisait projeter des films maoïstes à l'Élysée au début des années 70. Que lui-même regardait parce que il disait c'est important que ça existe. Parce que il y a un extrait d'archives comme ça où il explique que il n'est pas d'accord avec le propos politique de ces artistes, mais qu'il faut que ces artistes existent, puissent créer et puissent s'exprimer. Et je pense que c'est le geste politique, culturel et artistique le plus fort de la Ve République. C'est de dire, voilà, je ne suis pas d'accord avec ces gens, mais je veux qu'ils aient un endroit national fort pour qu'ils puissent s'exprimer et pour qu'ils puissent créer. Donc le Centre Pompidou, aujourd'hui, est plus devenu un musée qui héberge des collections et des grandes collections qu'un centre de création. Pour ça, il faut aller chercher d'autres lieux. Mais voilà, c'est un exemple extrêmement intéressant. Et ma question est peut-être complètement à côté de la plaque, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi une volonté de la part de Pompidou de un peu briser de faire contrebalancier après le passage de Malraux et ce que Malraux avait apporté, ou pas du tout? Je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Non, je pense pas. C'est aussi une idée de marquer différemment, effectivement, de marquer de son empreinte. C'est vrai qu'il y a comment dire, c'est radical, c'est-à-dire que jusque dans le mobilier de l'Élysée,
Pompidou va tout changer. Mais je pense que voilà, c'est un mélange aussi de ça, effectivement, d'une volonté politique et d'une vraie conviction que Giscard va balayer radicalement en arrivant lui à l'Élysée. Il va remettre tout un mobilier et c'est alors il a une particule quand même. Giscard d'Estaing a une particule quand même. Oui, c'est ça, voilà. Digne. Et c'est Chirac, je crois, qui sauve le centre Pompidou en donnant au lieu qui s'appelle donc Centre d'art et de culture du plateau Beaubourg le nom de Centre Georges Pompidou, en se disant une fois que ce lieu aura le nom de Pompidou, plus personne n'osera y toucher. C'est marrant de voir que en fait, la droite aussi a eu son rôle à jouer dans la préservation des politiques culturelles françaises, alors qu'a priori on a plutôt tendance moi qui suis de gauche, j'ai plutôt tendance à me dire la culture c'est plus un truc de gauche, quoi. Mais la droite a sauvé le centre Pompidou parce que c'était Pompidou aussi. C'est assez amusant parce que pour retourner cette histoire et pour passer côté transatlantique, tu dois connaître, Julien, l'espèce de controverse qui règne au-dessus des expressionnistes abstraits américains. Donc les expressionnistes abstraits, c'est Jackson Pollock, Mark Roscoe, Georgia O'Keeffe, etc. C'est un peu le grand mouvement d'art américain. On va dire suivi du pop art, suivi du minimalisme, mais eux c'est vraiment leurs artistes phares. Et j'avais lu pas mal de bouquins à l'époque qui parlaient en fait du début de la guerre froide. Au début de la guerre froide, les États-Unis se sentaient un petit peu pris de haut par l'Europe, notamment parce qu'ils se disaient ces Américains, ils n'ont aucune production artistique vraiment digne de ce nom. Et en fait, c'est le moment du macartisme, donc un peu la chasse aux sorcières, la chasse au communisme, et un retour plutôt vers le figuratisme. Et en fait, à ce moment-là, la CIA... Alors, figuratisme pour... ça se dit pas en français. Je sais pas, mais qu'est-ce que c'est c'est-à-dire l'inverse de l'abstrait, quoi. Okay. Donc tu imagines un tableau d'un fermier avec sa fourche, voilà, un truc assez terre à terre. Sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots. Et en fait, à la même époque, la CIA est créée, et parmi la CIA se trouvent plein d'anciens espions de la Seconde Guerre mondiale. Et certains d'entre eux ne commencent pas dans la CIA, mais se retrouvent à travailler et à graviter dans le monde de l'art moderne, notamment Nelson Rockefeller, et en fait tous les types qui ont créé le MoMA de New York. Et à cette époque-là, ils se disent, quand même comme outil culturel, ce serait pas mal de montrer que nous, la grande démocratie mondiale, on n'a pas une domination culturelle trop forte, parce qu'en fait, les autres personnes qui disent attention, il faut pas d'art abstrait, c'est les nazis et les Russes. Et en réalité, il y a apparemment cette machination de la CIA qui a choisi les artistes d'expressionnisme abstrait, dont Pollock, qui est genre un redneck bien américain, un peu communiste mais pas trop, un peu beau gosse mais pas trop, pour faire cette espèce de mouvement de controverse, plutôt avec des affinités socialistes, et ont créé du coup plein de fonds d'art, plein de journaux pour les propulser sur la scène mondiale et faire de ce mouvement l'énorme mouvement d'art américain contre l'opinion publique et sans vraiment l'accord du Congrès, parce que la CIA avait la faculté d'utiliser son budget de manière unilatérale sans vraiment rendre de compte. Malheureusement, je crois vers la fin des années 60, il y a eu un leak de tous ces dossiers. Beaucoup des artistes étaient encore vivants, donc c'est un petit peu gênant. Ah zut, pardon. Et tout ça a été un scandale assez grand, suivi de l'idée, est-ce qu'ils auraient été vraiment aussi célèbres s'il n'y avait pas eu tout ça. Donc c'est un peu, comme tu dis avec Pompidou, le côté il faut voir ça parce que ça va à l'encontre de ce que la majorité pense ou autre, sauf que là c'est complètement, ou il paraît complètement créé par des politiques, et notamment par la CIA, c'est encore pire que par les politiques. Mais on retrouve un peu cette idée. Alors je connais pas du tout cette histoire, mais c'est passionnant. Mais tu peux regarder sur Internet, c'est assez intéressant. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits. Bon, là je te fais un résumé un petit peu en mode légende urbaine. Il y a beaucoup plus de subtilité et il y a des avis très différents sur réellement à quel point ça a été créé à la base, entre guillemets. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est surtout pas une volonté des politiques, puisque la CIA, non, c'est... exactement. Et ça allait à l'encontre du macartisme. C'est-à-dire ça allait vraiment à l'encontre de ce que le gouvernement voulait véhiculer comme idée. C'est-à-dire pas de communistes, à mort les rouges, etc. C'est assez intéressant.
En France, aujourd'hui, on a encore des artistes qui sont quasi officiels. Et pour moi, un des plus connus, un des plus représentatifs, c'est Daniel Buren. Daniel Buren, qui est donc un mec qui commence dans les années 60 en voulant faire de la non-peinture, et qui donc peint des blocs blancs sur des toiles de store, de marché. Et donc c'est ça, en fait, qui fait ces bandes de couleurs qui sont alternées et qui ont toujours la même largeur. Mais Daniel Buren va devenir une icône de l'art contemporain d'une certaine façon grâce aux commandes publiques, grâce à ses colonnes. Alors il était déjà très connu avant. Qui se retrouve au milieu de l'Assemblée nationale en fait. Qui se retrouve du Palais Royal. Du Conseil d'État, pardon. Il était déjà très connu avant. Hein. Buren, c'était pas un tout nouveau. Mais aujourd'hui, vous voulez faire ou peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas dans les années 90 et 2000, vous vouliez faire un nouveau musée, un nouveau théâtre, un truc un peu sympa, vous commandiez une installation in situ de Buren, c'était méga branché. Et vous prenez, alors musée, je parle des zones que je connais bien, mais musée Fabre à Montpellier, l'entrée c'est Daniel Buren, il y a une salle de spectacle pas loin à Sérignan, la Cigalière, c'est une installation de Buren, à la Défense vous avez des installations de Buren partout, et ce ne sont que des commandes publiques. C'est un artiste de commande publique, voilà. Alors que d'autres artistes sont dans des galeries, exposent d'une manière ou d'une autre, mais jamais dans des collections publiques. Et des artistes qui sont autant dans la commande publique, à part lui, il n'en reste pas beaucoup aujourd'hui ici. Ou peut-être, à part peut-être dans l'architecture, non, ce genre de choses. Après voilà, dans l'architecture, c'est encore un autre domaine, c'est-à-dire que là, ça a aussi une fonction utilitaire. Oui. J'en vois pas d'autres. Autant que Buren, je pense pas. Mais après, je sais pas, j'arrive pas à faire la différence, c'est plutôt ta spécialité, mais entre l'art qui est commandé pour un endroit en particulier et puis l'art qui est acheté pour être mis quelque part. Par exemple, tu as des Calder immenses, des mobiles d'Alexander Calder immenses aux États-Unis, un petit peu partout, sur des places un peu partout, où tu sais, les araignées de Louis Bourgeois, par exemple. Mais alors, je sais pas si ça a été créé pour les endroits, il y en a une à Tokyo, tu vois, et ça... J'arrive pas à savoir, est-ce que ça a été créé pour cet endroit particulier, c'est dans un espèce de centre commercial sur une grande place, ou est-ce qu'au contraire ils l'ont acheté et ça a été apporté à... Alors les araignées de Louis Bourgeois, c'est assez particulier, j'ai jamais su exactement quel était le fin mot de l'histoire, mais je le dis très rapidement parce qu'on sort un peu du côté politique, mais c'est une commande à la base pour la toute première exposition de la Tate Moderne à Londres, qui n'est pas un musée public, c'est pour ça que je sors un peu du sujet. Et ensuite, je pense que l'œuvre a eu tellement de succès qu'il y a des répliques qui ont été créées et qui ont été effectivement disséminées et qui sont toujours rattachées à un musée. Il y en a une à Bilbao, à côté du Guggenheim. À Tokyo, c'est juste à côté d'un musée aussi, je crois. Donc voilà, elle a pullulé un petit peu partout. Buren, la différence, c'est qu'il ne travaille que in situ, comme il dit. Donc ce sera toujours sur commande et ce sera toujours en fonction du lieu où on lui demande de travailler. Et de même, au-delà des présidents, c'est aussi intéressant de noter qu'aujourd'hui, toutes les grandes fortunes françaises, ou en tout cas les Bernard Arnault, François Pinault, etc., investissent dans l'art, se créent leurs collections privées, mais qui peuvent être visitées comme des musées, ou François Pinault qui a Christie's, par exemple, la deuxième ou la première, ça dépend des années, maison de vente au monde. Nous, dans notre métier, beaucoup de nos clients en fait, gravitent dans des cercles tout à fait différents. C'est juste qu'à un certain moment, à un seuil de fortune atteint, la dernière manière de montrer son prestige, c'est en achetant de l'art. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Il y a vraiment des collectionneurs passionnés qui ont ça dans la peau et qui, sans doute, collectionneraient des timbres à 2 euros également. Mais il y a quand même ce côté de statut qui est aussi ultra politique. Parce que si ces types-là ont un musée, c'est pas uniquement par empathie et par altruisme. Et par altruisme, pour faire un message. Exactement. J'ai appris, je crois que c'est François Pinault, si je dis pas de bêtises, qu'il s'est fait faire une statue de Zidane donnant un coup de boule à Materazzi. Il l'a acheté. Il ne se l'est pas fait faire. C'est une statue d'un artiste qui s'appelle Adel Abdesmed, qui a été créée à la base pour être exposée au Centre Pompidou. D'accord. Cette statue est maudite depuis qu'elle existe. Partout où elle a été achetée, il y a eu un truc qui a fait qu'elle n'a pas pu être exposée. À Beaubourg, il y a la Ligue de football amateur qui a demandé à ce qu'elle soit retirée. Il y a Zidane qui a demandé à ce qu'elle soit retirée. Elle a été laissée jusqu'à la fin de l'exposition. Elle a d'abord été achetée par le Qatar, qui voulait l'exposer sur la corniche de Doha.
Il y a eu quelque chose qui a été comme la compétition pour la Coupe du Monde de 2022, dont Zidane était ambassadeur pour le Qatar. Donc ils ont retiré cette statue. Et puis ensuite, Pinault l'a effectivement acheté pour l'exposer sur la corniche devant chez lui à Landerneau, je crois, en Bretagne. Et là, ce sont les habitants qui ont dit on ne veut pas de cette chose-là. Et donc en fait partout où cette œuvre doit être exposée, il y a quelque chose qui fait qu'elle ne peut pas être exposée. Je crois qu'aujourd'hui on peut la voir qu'à Avignon, dans le, je ne sais plus comment s'appelle cette fondation à Avignon, mais voilà, c'est une œuvre qui est à la fois très intéressante et qui a une histoire. À chaque fois on retombe sur personne n'arrive à se distancier, et c'est ce que je disais au tout début de l'émission, personne n'arrive à prendre de la distance avec le fait que ça représente une image difficile de la France. Je veux dire, en fait, non, il n'y a pas de ballon de foot dans cette représentation. C'est un homme qui en tape un autre. Il se trouve que c'est Zidane et Materazzi et que tout le monde se rattache à ça. Ok, je vous propose qu'on s'arrête là parce qu'on arrive vers la fin, donc déjà à la fin de ce podcast, mais avant de débrancher les micros, parlons de vous deux. Julien, donc tu as 3 podcasts, tu as 1 minute chacun pour nous les vendre. Waouh, 1 minute tout ça, parfait. Vas-y. Ouais, mais en fait j'en ai 4, donc je vais condenser. Le premier s'appelle Bavardage, il est donc à écouter sur franceinter.fr en replay ou en podcast. Donc c'est, comme je disais au tout début de l'émission, une série d'interviews d'œuvres d'art. Il y en a une petite 50aine en tout sur les 4 saisons et demie de cette émission. Ça va des peintures de Lascaux jusqu'à Jeff Koons. Et donc on peut avoir plein de... Sans aller jusqu'à une précision, parce que c'est surtout fait pour découvrir des œuvres d'art, on peut avoir des petites histoires comme ça qui sont liées aux œuvres et se demander quelle serait la personnalité de telle ou telle œuvre. Et c'est aussi sur Instagram, Bavardage. Et est-ce que tu fais parler le sapin de Noël dont on parlait tout à l'heure dans des épisodes Non, il n'a jamais parlé. Tout comme la Joconde qui a toujours refusé de donner une interview. Je comprends. Le deuxième podcast s'appelle Bulle d'art. C'est aussi un podcast qui est consacré à l'art contemporain. Ça sort à peu près toutes les semaines, maxi toutes les 2 semaines. Et à chaque fois, je parle pendant 5 à 10 minutes d'une expo, d'un artiste, d'une œuvre qui m'intéresse et que j'ai envie de faire découvrir aux gens. J'en parle sans prendre de notes, vraiment en me renseignant et comme si je parlais à quelqu'un à la terrasse d'un bar. En essayant de le dire avec des mots simples. Le troisième podcast s'appelle Radio Michel. Ça ne parle que des Michel. Et là, ça n'a plus rien à voir. C'est le dérapage. Qui est donc couplé à une radio qui s'appelle Radio Michel, sur laquelle on n'entend que des Michel. Pas forcément Sardou. Pas forcément. Ah non, pas forcément Sardou. Ça, c'est très 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 large. On a 1 millier de chansons sur Radio Michel différentes. Et donc, on a toutes les 2 semaines un podcast avec une sélection musicale thématique. Et le dernier podcast s'appelle Stockholm Sardou. Et là, ça ne parle que de Michel Sardou. Quel enfer. Avec mon camarade Martin. Radio Michel, c'est avec ma camarade Mélanie. Avec Martin dans Stockholm Sardou. Nous décryptons toutes les 2 semaines un album de Michel Sardou qu'on se force à écouter de bout à bout. Et parfois, c'est pas une sinécure. Et parfois, c'est très sympa. Et on a des fois des invités plutôt sympathiques comme Alex Vizorek qu'on a reçu aussi dans cette émission. Il est partout. Très bien. Ça y est, j'ai fait le tour. Très bien. Et toi, Laura, est-ce que tu as des actus, des expos, des ventes à nous conseiller ? Des podcasts. Ouais, nous, on a une exposition qui ouvre en septembre. Alors, du 12 septembre au 8 décembre, je vous invite à notre galerie Kugel. On est à côté du musée d'Orsay. On fait une expo qui s'appelle Complètement piqué, sur l'art du piqué d'or, c'est-à-dire des incrustations d'or et de nacre dans de l'écaille. C'est une production napolitaine du XVIIIe siècle. C'est très peu connu et c'est vraiment magnifique. C'est la translucence de l'écaille qui se mêle à la brillance de l'or et de la nacre. C'est vraiment superbe et on présentera une 50aine d'œuvres, dont un prêt du musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, une table qu'ils n'ont jamais prêtée avant. Je vous invite à nous rendre visite du lundi au samedi de 10h30 à 19h. Très bien, voilà qui conclut cette première émission de Ni pour ni contre, bien au contraire. Merci à Alicia, à la Réal et au SUM. On se retrouve le mois prochain, si vous êtes pour et pas contre, bien au contraire. C'était vraiment très intéressant. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de... Ni pour ni contre, bien au contraire. L'émission. Alors, infidèle, on s'en va sans dire au revoir. Ils sont sur les réseaux sociaux. On Twitter, on Facebook, sur YouTube, et j'en tire les conclusions. À mon avis, vous avez vite vous arrêter. Vive la République, vive la France.
Au revoir.